Oui, donc bonjour. Bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. N'hésitez pas à partager et envoyer des mails ou mettre des commentaires sous la chaîne. Donc je voudrais parler aujourd'hui de la décapitalisation du cheptel bovin en France, où tout le monde s'alarme. Vous devez voir des articles à droite à gauche. Le gouvernement a pris une mesure qui certes n'est pas une mesure qui va dans le mauvais sens, c'est au niveau fiscal. On pourra jusqu'à 150 euros par animal, par vache, c'est pas encore défini mais c'est par vache, ne pas payer de plus-value ni des MSA dans un plafond de 15 000 euros, c'est-à-dire que s'il y a une augmentation de cheptel, on ne passera pas à la plus-value, ça ne sera pas comptabilisé ni en MSA. Certes, il y a un problème de fiscalité important dans le monde agricole, ça ne faut pas le nier, hein, notamment sur les transitions, sur les droits de succession, qui est un problème, hein, dans la mesure où on veut garder les outils. Il y a tout un volet fiscal à revoir, mais là, permettre aux gens d'augmenter le cheptel en valeur jusqu'à 15 000 euros va résoudre une partie provisoire de la fiscalité, mais ne va rien résoudre sur le fond, parce que même qu'on augmente, qu'on capitalise de plus de 15 000 euros, il n'y a pas de rentabilité dans les élevages. Donc ce qui compte, c'est la marge. Donc fiscalité, oui, c'est une très bonne initiative, mais accompagnée d'une réelle rentabilité. Donc si on veut parler de l'effondrement du cheptel bovin en France, il faut éviter de faire de l'idéologie. Donc pas faire d'idéologie, ça veut dire de ne pas rentrer dans les discours comme on le voit chez certains écologistes par exemple, mais il n'y a pas que les écologistes ou autres, où on peut faire des discours de grande intention en disant qu'il faut manger moins de viande ou qu'il faut faire disparaître une partie de l'élevage ou autre. Tout ça, c'est hors sujet. Tout ça, c'est hors sujet. Ça représente une minorité de la population et ça ne répond en rien à la problématique de l'élevage. La problématique de l'élevage, moi je vais déjà commencer par vous parler de la politique agricole commune qui normalement, puisqu'il s'inquiète qu'il y a de moins en moins de bovins, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, là, ce qu'on vient de recevoir, le montant qui est fixé par les arrêtés publiés au journal officiel le 5 octobre 2023, concrètement, les montants des aides redistributifs sur les 52 premiers hectares, c'était de 48 euros, ça passe à 47,89. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est une baisse. Le montant de l'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs, 4 469, ça passe à 3 100. Uniquement en transparence pour les formes GEC, pas pour les ERL et les SCEA, ce qui est une erreur magistrale. Parce que tout le monde devrait avoir droit à la transparence. L'éco-régime, le niveau de base de 60 euros de l'hectare passe à 45,46. Le niveau supérieur de 80 euros de l'hectare passe à 62,05. Le niveau spécifique, 110 euros de l'hectare, passe à 92,05. Les bonus pour les haies, ça reste à 7 euros. Bon. Sur les primes ovines, de 21 euros par animal, ça passe à 19. Les caprins, de 15 euros par animal, ça passe à 14,40. Les aides aux UGB, niveau supérieur de 105 euros par UGB, ça passe à 98. Et le niveau de base de 56 euros, ça passe à 54. Donc on est sur une baisse des aides PAC, des aides compensatoires pour les bovins. Donc cheptel, bovin, viande vont être très très touchés. Ils n'ont surtout pas besoin de ça. Donc ensuite, je vous mets dans les liens, il parle crise de l'élevage, menace de fermeture, près de 30% des abattoirs pourraient fermer. Ils ne trouvent plus assez de bovins sur le marché national. Donc je vais vous dire ce qu'ils mettent. Sur un total de 230 abattoirs en France, d'ici 3 ans, il pourrait être une soixantaine dans ce cas. À force de diminuer le cheptel bovin, ne suffit plus à alimenter les outils industriels. En 6 ans, 1 million de vaches s'est envolé. Le nombre de porcs a diminué de 6% au cours des 12 derniers mois. Et le mouvement de décapitalisation se poursuit. La conjoncture est particulièrement inquiétante pour la pérennité des abattoirs les plus fragiles,
dit le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté et de la Souveraineté alimentaire, qui a lancé un audit sur le sujet, de tout temps éminemment politique. Aujourd'hui, les entreprises se disent prises en étau. Donc vous avez l'élevage en France, un bastion de plus en plus en danger. En conséquence de quoi, il faut s'attendre à avoir moins de production de viande en France à l'avenir, prévient Stéphane Deschamps, directeur général d'Elivia, une filiale du groupe Terrena, le troisième plus gros groupe du secteur en France avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. Derrière Bigard, 5 milliards d'euros et la Copperle, 2,7 milliards d'euros. On imagine aisément l'impact du déficit de production sur la rentabilité des outils industriels qui tournent en sous-capacité alors que leurs coûts fixes ont augmenté. La décapitalisation va plus vite que la déconsommation. Résultat, on importe de plus en plus de viande des pays voisins, ce qui au passage tire le prix vers le bas, ajoute Stéphane Deschamps. Bon, si vous voulez, ça c'est pas une surprise. Décapitalisation, il y a longtemps que ça dure, messieurs. Alors quand même, pour information, il y a certains abattoirs, je vais prendre un exemple d'un abattoir concret où il fait 1 250 000 euros de résultats nets, après avoir rémunéré les actionnaires qui sont partie prenante dans l'abattoir, c'est-à-dire en l'occurrence 2 coopératives, 1 250 000 euros de résultats nets, je répète. Les coopératives d'origine font entre 700 000 et 1 million de résultats nets, d'accord ? Et les gens qui mènent leurs animaux dans ces abattoirs-là sont entre 500 et 1000 euros de rémunération mensuelle, ces producteurs de viande. Et une partie sont en dessous 500 euros, autour de 300-400 euros de rémunération nette. Donc je vous laisse faire le calcul de cette situation. Pourquoi on en est arrivé là ? Tout simplement, c'est pas par idéologie. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire d'idéologie et de partir dans des discours extrémistes, soit écologistes, soit de gens qui sont ultralibéralistes, mais de revenir aux fondements. Et les fondements, ce qui détruit l'élevage bovin, c'est le modèle prôné par l'Union européenne, le modèle du néolibéralisme, de la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, traité de libre-échange. Et pour résoudre le problème, la seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est la coopération entre les États. Et donc on voit bien le résultat, on a un modèle économique capitaliste qui nous mène dans le mur, si bien qu'à l'instant où je vous parle, alors pas à l'instant où je vous parle, parce que les chiffres ils ont toujours 1 an ou 1 an et demi de recul, c'est même pire à l'heure où je vous parle, on importe 50% de notre viande ovine, de mouton, 56%, pardon, on importe 22% de notre viande bovine, alors soit en animaux vivants, soit en carcasse, mais peu importe, 22% de la viande bovine, on importe 45% des poulets, soit en poulet vivant, soit transformé, mais toujours pareil, 45%, 26% du porc, 30% de nos produits laitiers sont importés, 78% du miel, 28% des légumes, 71% des fruits et 60% de nos protéines. 60% de nos protéines qui servent à nourrir les animaux et les êtres humains. Et parmi ces 60% de protéines, une partie très importante vient du Brésil et de la forêt amazonienne. Donc on détruit la forêt, donc on détruit la vie. Donc bravo le modèle néolibéral capitaliste. Nous, on a une devise, la France, vous savez, quand vous allez voter avec votre carte d'électeur, vous avez écrit dessus liberté, égalité, fraternité. Moi, je pense qu'on est devenu, avec l'Union européenne et tous ces traités de libre-échange et tout ce modèle néolibéral, ma carte d'identité s'est transformée en esclavage, concurrence, finance.
Esclavage, bah, c'est la façon dont sont traités les paysans, quand même, 40% en dessous le niveau du RSA. Concurrence, bah concurrence, vous voyez bien, concurrence déloyale, puisque évidemment, tout le monde peut comprendre que la concurrence ne peut pas marcher avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes charges, qui n'ont pas la sécurité sociale, qui n'ont pas tout ce qu'on a. Donc c'est un non-sens économique, concurrence, en plus de par le climat. Parce qu'en plus, nous, en agricole, on a ce qu'on appelle le monopole des facteurs. Hein. Et puis, finance, bah, finance, c'est la financiarisation de l'économie. Le monde agricole n'y échappe pas. Toutes les plateformes, toutes les multinationales à travers le monde rachètent les groupes. Maintenant, on a des sociétés, des multinationales laitières qui rachètent maintenant des cliniques vétérinaires avec des fonds du groupe Sanofi. Donc, ben voilà, on continue, mais ça va vite. Ça va très, 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 très vite. Il y a un démultiplicateur qui fait que ce qui était vrai en 10 ans maintenant se produit en une année. C'est-à-dire qu'avec les moyens qu'ils ont maintenant financiers, ça va très 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 vite. Ils pénètrent les multinationales, ils rentrent avec des capitaux, hein, des fois à faible dose au départ, ils prennent 3-4% du capital, et puis au bout de 5 ans, ils ont 37, 40, 50% du capital, quoi. Donc on est rendu dans un schéma où l'homme, je pense, va réussir à s'autodétruire lui-même. Donc, effondrement du cheptel bovin, bah, moi je ne suis pas surpris parce que on peut mettre tous les outils en place qu'on veut du monde, on peut verser des aides, on peut prendre en charge l'impôt foncier sur les fermages, on peut, comme on a fait la PAC en 92 pour essayer de compenser ces déséquilibres. Je vous rappelle que ça s'appelait les aides compensatoires aux surfaces cultivées. Louis Mermaz, qui avait été ministre de l'Agriculture, avait déclaré en son temps que c'était pour accompagner les agriculteurs français et européens dans des transitions et qu'ensuite ils pourraient voler de leurs propres ailes et qu'ils pourraient produire au cours mondial. Non, monsieur Mermaz, un agriculteur français ou belge ne peut pas produire au cours mondial, pas plus qu'une infirmière peut travailler au salaire mondial, et pas plus, monsieur Mermaz, qu'un ministre travaille avec des indemnités mondiales. Non. Quand il est au Sénat, quand il est à l'Assemblée nationale, quand il est au Parlement européen, il travaille avec les données économiques du pays en question et avec les charges du pays en question. Donc, si vous voulez continuer à martyriser les éleveurs comme vous voulez martyriser, sur le produit intérieur brut, il y a 850 milliards d'euros. Sur environ, aujourd'hui, on est à 2642 milliards d'euros. Il y a 850 milliards d'euros qui sont mis dans la compétition mondiale. Hein. C'est une partie de l'industrie. C'est pour ça qu'on a perdu notre industrie, d'ailleurs. Nos usines de chaussures et tout ça. Vous faites pareil avec l'agriculture. Donc, plus ça va, plus on va importer. Et puis après, bah, on sait très bien que le monde de la finance a déjà pris le relais avec la farine d'insectes, avec le lait synthétique ou la viande cellulaire, parce qu'aujourd'hui, on est capable de tout faire. Donc, voilà où on en est. Simplement, les bovins sont indispensables. Ils font partie d'un écosystème. Ils contribuent à l'entretien du territoire. Avec l'entretien du territoire, ils contribuent à éviter les incendies dans les zones boisées où personne ne peut les cultiver avec des tracteurs, mais des animaux font très bien le travail. Donc on recule, toujours on recule. Et ce recul, eh ben non, si vous voulez, monsieur le maire, ministre de l'économie et des finances, vous pouvez mettre des outils fiscaux pour essayer d'améliorer la situation. Quand vous avez, je vais vous prendre une image de la viande bovine, où la viande bovine est payée moins cher du kilo en euros constants qu'il y a 50 ans, quand vous savez qu'un litre de lait en 1951 était payé 33,5 centimes d'euros et qu'en 70 ans, il n'a pas évolué, jusqu'à fin 2021, en moyenne, on a été payé 32,5 centimes, c'est-à-dire moins cher que le prix du lait en 1951, d'accord ? Et là, depuis le conflit en Ukraine, certes, il est à 42, environ 42,5, mais les 10 centimes de plus qu'il y a,
c'est l'électricité, c'est le gasoil, c'est l'augmentation du matériel et tout ça. Donc en euros constants, on est complètement dans les choux, qu'on soit en viande bovine, en mouton, en chèvre, tout ce qui est les productions animales, on est complètement hors circuit. Donc il est bien évident que vous n'allez pas pouvoir renouveler les générations. Et ceux que vous êtes en train de renouveler, vous les envoyez à la catastrophe. Parce que là, dans une situation comme on est là, l'installation des jeunes, il fallait la mettre en stand-by. Il faut tout remettre à plat, mettre en place une nouvelle politique agricole commune, avec la coopération entre les États et avec un plan de désendettement du monde agricole, pour retourner vers un modèle vertueux, avec une agriculture conventionnelle, locale, sur les circuits le plus courts possible, et du bio, les deux. Voilà. Et toute la partie d'échange qui se fait à l'international sur la base d'une charte de la Havane avec de la coopération entre les États. Hein, et qui ne nous empêche pas du tout de fonctionner avec la monnaie l'euro, mais qui est une coopération entre les États, dans un premier temps. Et ensuite, il faudra bien sûr qu'on reprenne notre souveraineté. Car tant qu'on sera sous le diktat de l'Union européenne tel qu'elle fonctionne, on a perdu notre industrie, on est en train de perdre notre agriculture. Voilà. Et ça, c'est quand même relativement grave. C'est grave pour les paysans qui se suicident. C'est grave pour les emplois, parce qu'au niveau local, on détruit tous les emplois localement. Et donc, si les agriculteurs ne créent pas de richesse, eh ben, automatiquement, tout va en subir les conséquences. Et c'est pas comme ça qu'on va recréer des emplois en France, en abandonnant les territoires et les paysans. Et ce n'est surtout pas en laissant les exploitations s'agrandir qu'on va résoudre le problème. De toute façon, en élevage, c'est pas possible. Il y a le monopole des facteurs, donc on sait très bien que ce n'est pas réalisable. Donc c'était juste une réaction sur la décapitalisation. Moi, je vous fais un pronostic, ça va s'accélérer. Parce que là, avec les coûts de production qu'on a, qui sont en augmentation, dans 2-3 ans, il y en aura bien de fait. Le cheptel, il va dégager à vitesse grand V parce qu'il refuse de changer, de remettre la main et de regarder tout au long de la filière où est-ce qu'on peut travailler et comment on peut répartir la valeur ajoutée. Et il y a plein de choses qu'on peut faire, énormément de choses qu'on peut faire. Hein, travailler sur la coopération et revisiter la chaîne de valeur et supprimer ce qui n'a plus d'utilité afin de préserver les emplois agricoles et préserver tout ce qui va autour de l'agriculture. Hein, parce qu'il est évident que l'agriculture va tomber, mais le reste va suivre. C'est obligé. Voilà. Donc, je vous remercie de tous vos soutiens, parce que je reçois beaucoup de soutien par mail. Je vous remercie beaucoup. Le combat continue. Pour ceux qui peuvent, venez à l'Assemblée Générale. Envoyez-nous des SMS, parce que par département, vous n'êtes pas tout seul, mais vous ne vous connaissez pas forcément les uns les autres. Vous pouvez envoyer des mails et des SMS, et vous pourrez faire des voitures communes, plutôt que de venir chacun avec sa voiture. Voilà. Je vous dis merci et à bientôt.